C'est le sinistre symbole de l'horreur nazie. Un abat-jour qui, selon les rescapés, serait fait avec la peau de déportés. Il a été retrouvé dans le camp de Buchenwald. Sur une table, il y a un abat-jour en peau humaine. Et c'est quoi cette lampe? Mais avant que cette preuve essentielle ne soit présentée dans un tribunal, elle se volatilise. 60 ans plus tard, dans le sillage de l'ouragan Katrina, un abat-jour suspect refait surface. Vient-il de Buchenwald? Avec l'aide de la science médico-légale, le journaliste Mark Jacobson va enquêter sur cet objet et décrypter les indices cachés. Quand on a examiné l'échantillon, on a eu un choc. Il va révéler la vérité sur l'abat-jour humain. Juste après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle a fait le tour des médias. Certaines épouses de responsables nazis auraient fait fabriquer des abat-jours avec la peau de déportés. Mais sans preuve tangible, cet épisode a disparu des archives historiques. Si un vrai abat-jour humain apparaissait, cette histoire ne serait plus une légende urbaine. On pourrait confirmer les récits des témoins par des preuves concrètes. Pour nous qui travaillons avec des objets, il faut des faits avérés. Aujourd'hui, Mark Jacobson, un journaliste du New York Magazine, pense avoir trouvé la relique manquante. Il traque des preuves pour découvrir la véritable histoire de l'abat-jour humain. Je suis journaliste. Je suis sceptique par nature. Je ne sais rien. J'essaie juste de trouver des preuves pour pouvoir raconter une histoire qui tient la route. Sceptique ou pas, Mark est hanté par cette sordide anecdote depuis son enfance. Je suis né en 1948. Mon père a combattu pendant la Seconde Guerre. J'étais un petit juif qui a grandi en Amérique et j'ai passé mon temps à croiser les petites frappes italiennes du quartier et qui me disaient « Toi, le juif, je vais te transformer en abat-jour. » Et tout le monde savait ce que ça voulait dire. 1945. Le camp de concentration de Buchenwald est libéré. Partout où les Alliés arrivent, les portes s'ouvrent sur les camps de concentration allemands. Buchenwald, le camp des morts vivants. Parmi les horreurs découvertes sur place, un petit objet attire l'attention des militaires et des journalistes. Un abat-jour qui serait en peau humaine. Réputé pour sa cruauté, Ilse Koch, la femme du commandant de Buchenwald, serait responsable de sa fabrication. Elle faisait déshabiller les hommes, et si leur tatouage lui plaisait, les hommes étaient tués et leur peau traitée. Ilse Koch avait commandé un abat-jour pour l'anniversaire de son mari. On pense que sa liaison avec un médecin du camp a alimenté son fétichisme pour la peau humaine. Elle est d'ailleurs surnommée la chienne de Buchenwald. L'abat-jour est une preuve suprême, celle qui pourrait envoyer Ilse à la peine capitale. Mais avant d'être présenté à son procès, il disparaît. On n'a jamais retrouvé d'abat-jour en peau humaine, et cette légende cauchemardesque perdure. On a quelqu'un en ligne? Oui, On vous écoute. j'ai tout vu. J'ai vu les savons faits avec des gens et les abat-jours. Aujourd'hui, je suis détruite psychologiquement. L'absence de traces concrètes a apporté de l'eau au moulin des révisionnistes. Les chambres à gaz n'ont pas été utilisées pour tuer et il n'y a pas eu d'abat-jour en peau. Ce qui en fait un objet problématique, c'est qu'on n'a pas la preuve de son existence. Pourtant, une fois qu'on en entend parler, on ne peut pas l'oublier. Impossible. C'est comme un mythe vivant. L'un des abat-jours de Buchenwald vient-il de réapparaître 60 ans après les faits? L'ouragan Katrina est passé en catégorie 5. Des vents de 250 km/h. C'est une tempête monstrueuse. Des évacuations massives dans les basses terres sur une bande de 8 à 16 km des côtes de Louisiane, d'Alabama et du Mississippi. Quand on s'est réveillé le lendemain matin, les inondations et les dégâts que ça avait fait,
C'était horrible. On aurait dit que le monde s'était arrêté. C'était dingue. Dave Domenici était un petit délinquant. Il a un lourd casier, même si aujourd'hui, il se rachète une conduite et écrit son autobiographie. Il cherchait de l'argent parce qu'il était en manque à l'époque. Il était toxicomane. On avait dit aux gens de mettre leurs disques et leurs affaires devant leur maison. Et sur un tas de vieux trucs, j'ai vu un abat-jour intéressant. On voyait une pigmentation animale. Je savais que c'était de la peau. Ça ne ressemblait pas à du poulet ou du bovin, mais c'était de la chair. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à ce qu'Adolf Hitler a fait aux Juifs à l'époque, avec les trophées, les abat-jours. On en avait parlé en cours d'histoire. Alors je me suis dit que j'allais trouver un gogo à qui faire avaler cette histoire, sans poser de questions. Et j'ai rapporté l'abat-jour chez moi. J'ai juste ouvert la porte de mon garage, où j'avais mis toutes mes antiquités et mes objets. Un de mes amis, que je connais depuis pas mal de temps, a vu Dave vendre toutes sortes de trucs dans la rue. Un type est arrivé et il avait l'air intéressé. Il a dit « C'est fait en quoi, ce truc ?» Je lui ai présenté l'abat-jour comme humain, comme une relique de l'Holocauste. Mon copain n'a pas gobé son histoire une seconde, mais il voulait absolument l'acheter. C'était 35 $ et il l'a rapporté chez lui. Skip est un bon copain, je l'appelle de temps en temps. Là, je lui téléphone et il me raconte cette histoire. Il me dit « De toute façon, c'est plus mon problème. » Je réponds « Comment ça, c'est plus ton problème ?» Et là, il fait « Parce que je te l'ai envoyé. » « Tu me l'as envoyé ?»« Oui, c'est toi le journaliste. Trouve ce que c'est. » Et quelques jours plus tard, le truc arrive sur le pas de ma porte. Voilà comment je l'ai eu. Les rescapés des camps se souviennent de plusieurs abat-jours humains à Buchenwald. Mais on a perdu leurs traces après la guerre. Pour déterminer si l'un d'eux s'est retrouvé à la Nouvelle-Orléans, Mark doit d'abord savoir s'il est en peau humaine. En 2007, il l'emmène chez Body Technology, un laboratoire d'analyse ADN très réputé en Virginie. Pour un journaliste, c'est difficile de savoir ce qui est crédible. C'est pour cela qu'il me fallait un test ADN. Après le 11 septembre, ce laboratoire a eu pour mission d'identifier les victimes et les restes humains retrouvés dans les tours jumelles. S'il y a encore de l'ADN dans l'abat-jour, ces scientifiques le détecteront. Mark m'a parlé de cet abat-jour, mais je devais parvenir à mettre de côté dans ma tête ce que j'appelle le contexte social de l'objet, pour me concentrer sur la question scientifique qui était « Est-ce que c'est humain ?» Première difficulté, distinguer l'ADN de tous ceux qui ont manipulé l'objet au fil des années de celui présent dans le matériau lui-même. On a nettoyé le matériau de l'abat-jour pour éliminer toute trace d'ADN étranger qui serait entré en contact avec l'objet. Donc on est sûr que l'ADN qu'on a examiné vient bien de l'abat-jour lui-même et pas d'une source externe. Je me disais qu'au final, le labo allait me dire « Bon voilà, c'est de la peau de chèvre » ou un truc dans le genre. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Notre conclusion a été que le matériau de cet abat-jour était d'origine humaine. Quand le type m'a dit « l'histoire est vraie », ça m'a fait un choc. Qu'on puisse faire subir ça à un autre être humain, ça me paraissait tellement impensable. Malgré cette première étape en 2007, il est impossible de savoir si la victime était juive ou s'il y a un lien avec l'Holocauste. Le premier test ADN a été fait et il a conclu que c'était d'origine humaine, mais qu'on ne pouvait pas en savoir plus sur la personne. Pour moi, c'était une grande avancée.
Depuis ce premier test, la génétique a fait d'énormes progrès. Depuis 2006, le séquençage ADN est passé du stade du petit avion en papier que n'importe qui peut faire à une fusée Saturn V capable d'aller sur la Lune. On peut séquencer tout un génome humain en un jour ou deux, alors qu'avant il fallait 5 milliards de dollars et 10 à 15 ans de travail. Mark Jacobson se rend aujourd'hui au laboratoire de génétique de l'Université de New York, où il espère qu'on pourra aller plus loin et révéler l'origine ethnique de la victime pour savoir si elle correspond à celle des déportés de Buchenwald. Todd? Bonjour. Enchanté, Marc. De même. Alors, vous allez faire quoi? On va prélever un échantillon entre 5 mm et 1 cm². Ça fait quoi à peu près? Bon, d'accord, pas de problème. C'est tout petit. Pour commencer, je vais vous demander de me faire un frottis buccal pour qu'on puisse analyser votre ADN et l'éliminer de l'échantillon. Frottez ça dans votre joue vigoureusement, environ 30-40 fois. Voilà, bien sur la face interne de la joue. Ensuite, je coupe la poignée et je place le tout dans une éprouvette qui partira au labo pour l'analyse ADN. Donc vous allez savoir ce que mon arrière-grand-père a mangé au petit déjeuner tel jour. Non, on en saura juste un peu plus sur vos ancêtres. Vous avez peut-être des origines dont vous ne vous doutez pas. Quand vous ouvrirez l'éprouvette, à mon avis, vous allez entendre un petit gémissement. « Laissez-nous tranquilles !» On verra bien. Je me demande ce que ça va donner. Vous connaissez toute l'histoire? Oui. Le contexte historique de cet objet? Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que j'en entends parler depuis des années. Comme tout le monde. Et que je supposais qu'on en avait plein de preuves dans les musées. Je ne sais pas quoi penser. Comme ça, je ne peux rien dire, mais le contexte est... Le contexte est fort. J'ai peut-être touché la peau d'un être humain qui a été tué et torturé par les nazis. C'est très raide. Je ne sais pas si c'est vrai. Pour l'instant, impossible à dire. Mais je m'inquiète pour mes rêves cette nuit. Todd Disotell prélève 2 petits morceaux et les envoie dans 2 laboratoires de renommée mondiale, où ils seront analysés avec le dernier cri de la technologie. Le premier va à un laboratoire de paléogénétique de Thunder Bay, au Canada, spécialisé dans l'extraction d'ADN très ancien, sur des échantillons très dégradés. Le second est envoyé au Mason Labs de New York, qui est à la pointe du séquençage. L'abat-jour a survécu à l'ouragan Katrina et aux inondations qui ont suivi. Mais il sera sans doute très difficile d'identifier la victime et d'établir un lien avec la Seconde Guerre mondiale. On cherche toujours des preuves scientifiques pour les comparer aux archives historiques ou aux souvenirs des rescapés. Comme ça, on peut dire, ça c'est crédible, ça tient, voilà ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. C'est vraiment une affaire classée, parce qu'on ne peut se baser que sur des témoins oculaires et leurs récits 50 ans après les faits. Le 11 avril 1945, le jour de la libération de Buchenwald, l'armée américaine découvre l'impensable. Les soldats américains étaient des hommes aguerris, solides. Sur les champs de bataille, ils pensaient avoir vu le pire, mais quand ils sont arrivés dans les camps, ils n'avaient jamais vu ça. Immédiatement, les enquêteurs de l'armée américaine ont questionné les soldats alliés anciens prisonniers sur leur expérience dans ces camps de morts vivants. En 1937, Albert Rosenberg, un adolescent juif, s'est échappé de l'Allemagne nazie pour se réfugier en Amérique. À la fin de la guerre, il est retourné sur sa terre natale comme capitaine dans la division américaine de la guerre psychologique.
Sa mission était la collecte d'informations sur les camps de concentration et la traque des criminels nazis. Il est l'une des rares personnes encore en vie à avoir vu l'abat-jour en peau humaine à Buchenwald. J'étais responsable d'une unité d'élite dans le renseignement. On nous a dit que notre mission était d'aller dans un grand camp, près de la ville de Weimar, et c'était Buchenwald. C'était une vision cauchemardesque. Des piles de cadavres partout, une puanteur indescriptible. C'était vraiment sinistre. Le général Patton a donné l'ordre qu'on fasse défiler les citoyens des villes voisines dans les camps pour qu'ils voient ce que les soldats avaient découvert. 1200 civils sont tenus de la ville voisine de Weimar pour une visite forcée du camp. Il y avait beaucoup de visages souriants et selon les observateurs, au début, les Allemands ont fait comme si c'était une mise en scène, juste pour eux. Il y avait beaucoup de gens autour d'une grande table. L'une des premières choses que voient les civils allemands en entrant dans le camp, c'est l'exposition des parchemins. Il y avait des fragments de peau tatoués et 2 têtes réduites. Et je me souviens qu'il y avait une lampe. Et j'ai dit, mais c'est quoi cette lampe? Sur une table, exposée au regard de tous, un abat-jour en peau humaine. Cet objet et d'autres, fabriqués par les nazis, sont montrés aux villageois. Ils avaient posé sur la table tous ces objets pervers qui avaient été fabriqués dans le camp. Regardez ce que vous avez fait. C'était très dramatique. Il y avait aussi d'anciens prisonniers. Les gens étaient bouleversés, en larmes. On ne savait pas. Tu parles. Bien sûr que vous saviez. Vous nous avez vus. Vous saviez ce qui se passait. Je crois que le maire de la ville s'est pendu peu de temps après. La nuit, j'en fais encore des cauchemars. Ça me réveille. Je ne me souviens pas très bien de quoi j'ai rêvé. Mais ce n'est pas facile de vivre avec l'horreur de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu. Souvent, j'ai encore du mal à y croire. Après la libération, Albert Rosenberg a compilé les témoignages des prisonniers des camps. Le document, connu sous le nom de Rapport de Buchenwald, décrit les exactions des nazis et détaille le processus de transformation des corps humains en trophées. Dans le rapport officiel, le camp de Buchenwald est qualifié d'usine d'extermination. Les méthodes d'extermination, famine, travaux forcés, couplés à des abus, mauvais traitements, torture, s'y ajoute le surpeuplement des lieux de vie et toutes sortes de maladies. Des piles de cadavres ont été retrouvées devant le four crématoire. Ici, nous sommes devant la grande porte du four crématoire de Buchenwald. Tous les matins, les cadavres de la veille étaient rassemblés ici, dans la cour, juste devant. Mais avant d'incinérer les corps, ils les apportaient dans le département médical attenant au four crématoire. Les nazis avaient installé un bâtiment du camp pour les expériences médicales et les vivisections dont les prisonniers étaient les cobayes. Les cadavres étaient amenés ici pour 3 raisons. La première, c'était pour l'arrachage des dents en or. La deuxième, c'était pour l'ablation des organes pour les cours de médecine dans les universités de la région. Et la troisième, c'était pour le prélèvement de la peau, par exemple, pour un abat-jour. De nombreux objets en peau humaine fabriqués à Buchenwald sont plus tard présentés comme preuves à charge au procès de Nuremberg.
Pourtant, l'abat-jour disparaît. Celui retrouvé à la Nouvelle-Orléans pourrait-il être celui-là? La première analyse ADN montre qu'il est d'origine humaine, mais cela ne prouve pas qu'il vient de l'Allemagne nazie. Mark Jacobson poursuit son enquête dans une très ancienne forge artisanale de New York. Ça s'appelle P.I. Guérin. Je suis passé devant au moins 200 fois, mais je ne l'avais jamais remarqué. Ces spécialistes vont enlever un échantillon de métal sur l'armature pour voir s'il cadre avec les procédés de l'époque. Le nom de cette analyse est test destructif. Ça ne me dit rien qui vaille. On verra bien. C'est étrange. C'est fait à la main, à part cette soudure par points juste ici. Quelqu'un l'a tordu manuellement avec des pinces. Ce n'est pas une production de masse, c'est totalement artisanal. On peut en prendre un morceau d'ici à ici. Comme ça, on aura la tige et aussi la jointure. Et ça, c'est facile à remplacer? C'est pas trop grave? Comment ça, grave? Vous pouvez le faire ou pas? Je suis assez partagé sur toute cette opération. La moitié du temps, je me dis, il faut laisser ce pauvre truc tranquille. Il a assez souffert. On peut le faire. Vous voulez qu'on le fasse maintenant? On prend un morceau et on rentre chez nous? C'est la seule solution pour analyser l'armature, et Mark hésite à détruire une partie de l'abat-jour. Bon. D'accord. Ravi de faire affaire avec vous. Nous aussi. On remettra ce morceau à sa place dès que possible. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça me fait un peu bizarre de regarder quelqu'un scier un morceau de ce truc. Mais ça me plaît qu'il soit un peu râleur. Ça me donne l'impression qu'il est compétent. Si c'est ça qu'on appelle le progrès, alors c'est bien. Rien à dire. Mark Jacobson emmène maintenant le morceau d'armature à Cleveland, au Struers Lab, spécialisé dans l'analyse des métaux. George van der Voort va examiner l'échantillon au microscope. Il va se pencher sur la technique de soudage et tenter de la remettre dans un contexte historique pour savoir de quand elle date. On va en découper un bout pour regarder la microstructure de la jointure. Là, on voit la surface. Voyons ce que ça donne au microscope. Vous pouvez augmenter l'agrandissement sur le fil. On voit du cuivre au niveau du joint de grain, en jaune. Là, c'est du cuivre, il y en a partout. La grande quantité de cuivre laisse penser que ce n'est pas de l'acier moderne. Il date forcément de la première moitié du XXe siècle. Mais quand exactement, on ne sait pas. Il est plus catégorique que je ne l'ai jamais été. Lui, il est sûr et certain que ça date de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Pour l'instant, les preuves vont dans le sens de l'histoire officielle. Ce qui est intéressant dans cet objet, c'est qu'il est résisté au passage du temps. Je voudrais en savoir plus sur les fils utilisés pour la couture des panneaux et leur composition exacte. Mark se tourne donc vers Microtrace, un laboratoire médico-légal de Chicago qui collabore souvent avec le FBI dans ses enquêtes criminelles. Chris, Mark, Enchanté, Marc. si c'est du fil synthétique, on peut le dater. Et s'il a été fabriqué en 1985, très bien. Ça ne cadrera pas avec l'histoire. Donc, on verra bien ce qu'on nous dit ici. À ce stade, on va prélever un petit bout de fil. Pas beaucoup, ça ne se verra pas. On peut mesurer la vitesse à laquelle la lumière traverse l'échantillon pour nous aider à identifier le type de textile dont il s'agit. Chris Palenik examine la forme du fil au microscope pour savoir quel type de fibre a servi à coudre l'abat-jour. Qu'est-ce que ça nous dit sur la nature de la fibre? On dirait bien du nylon. Il faudra le confirmer avec la spectroscopie infrarouge.
Si c'est une fibre moderne, la thèse nazie s'effondrera. Le nylon pur est très brillant, très lisse. On ajoutait des délustrants à la fibre pour lui donner un fini satiné. Et ces délustrants, vous savez à partir de quand ils ont été utilisés? On peut trouver ça. Je vais devoir faire quelques recherches pour être sûr de ne pas me tromper dans les dates. Mais c'est une fibre assez basique. Une fibre synthétique primitive? Oui, ça ressemble à ça. Ce type de nylon basique existait-il dans l'Allemagne nazie? La suite de l'enquête le dira. L'avantage du nylon, c'est qu'il avait déjà été inventé à l'époque. Ce n'est pas comme s'il était apparu en 1965. Donc ça peut être un indice concordant. À New York, le généticien Chris Mason analyse un nouvel échantillon de l'abat-jour pour chercher l'origine ethnique de la victime. Il doit d'abord confirmer le résultat de 2007, qui avait conclu que c'était bien de la peau humaine. Pour le premier test sur l'ADN mitochondrial, ce qui a été fait s'appelle un séquençage de première génération. Et nous, quand on a examiné l'échantillon, on a eu un choc. Je me demande... C'est lequel? On a l'abat-jour ici et de l'ADN de vache et de cochon à côté, à titre de comparaison. Ça a bien l'air d'origine humaine. Les conclusions initiales de Chris Mason confirment que la lampe est en peau humaine. Mais il sait que bon nombre d'analyses ADN ont été infirmées ces dernières années à mesure que la science a fait des progrès. Je suis très confiant. Je pense que ce que nous avions isolé est humain. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'on a examiné au juste. Est-ce que c'était une contamination sur l'objet? Est-ce que ça venait du laboratoire? Je ne sais pas si c'est une contamination. Je ne sais pas précisément ce que c'est. On peut essayer de faire une autre réaction en chaîne par polymérase ou un séquençage de nouvelle génération. Avant de rendre ses conclusions à Mark Jacobson, Chris Mason veut éliminer la possibilité de résultats faussés par une contamination. Si on peut extraire assez d'informations génétiques d'un échantillon, on peut faire ce qu'on appelle un séquençage de nouvelle génération. La nouvelle génération, qui existe depuis 4 ou 5 ans, nous permet d'examiner des millions de molécules simultanément. On aura donc la preuve irréfutable que c'est humain. Mark Jacobson reçoit des nouvelles intrigantes en provenance du laboratoire de Chicago qui examine les fils des coutures de l'abat-jour. Allô Chris, c'est Mark Jacobson. Bonjour Mark, comment ça va? Ça va. Visiblement, vous avez bien avancé. Oui, on a des résultats. Quand vous étiez là, on a regardé les fibres et les coutures. Oui, c'était impressionnant. C'est allé très vite. Oui, ces fibres ont une biréfringence supérieure à 0,07. C'est inhabituel. C'est très élevé pour du nylon. C'est quelque chose qu'on ne voit plus dans les nylons actuels. Ça montre que c'était une fibre à très haute résistance. Et pourquoi on en utilisait à l'époque de la Seconde Guerre mondiale? Pour les applications militaires, comme les cordes de parachute, ce genre de choses. Je me demandais pourquoi ces coutures avaient si bien tenu. La firme IG Farben. IG Farben, je les connais. IG Farben a développé des applications militaires de ce type. Ça fait froid dans le dos. Il y avait près de 40 000 travailleurs forcés dans l'usine IG Farben d'Auschwitz. IG Farben était un grand conglomérat allemand qui regroupait toutes sortes de secteurs. C'était aussi un investisseur très important dans les camps de travaux forcés. Et il y avait même Buna Monowitz, qui était le camp de travail adjacent à Auschwitz. Ce conglomérat chimique est surtout connu pour avoir fabriqué un autre produit chimique. Pour nous, la référence la plus directe est la production du Zyklon B. À la base, c'était un insecticide. Mais ensuite, il a été utilisé dans les chambres à gaz pour tuer les déportés. D'abord à Birkenau. Avant la guerre, IG Farben avait développé un partenariat avec DuPont, le géant américain de la chimie, ce qui l'avait familiarisé avec le nylon. Les Allemands ont perfectionné le matériau pour le rendre extrêmement résistant.
Cela explique sans doute pourquoi les coutures de l'abat-jour ont survécu plus d'un demi-siècle. C'est super, vraiment super. J'ai de la fibre fabriquée par des esclaves dans mon salon. C'est fantastique. Continuez. On ne peut pas être catégorique. On ne pourra jamais dire avec une certitude absolue que ça date de cette époque. Mais toutes nos constatations nous orientent vers la piste de la Seconde Guerre mondiale. C'est un objet épouvantable. Je ne m'y fais pas, même si je l'ai depuis un bout de temps. En tout cas, merci pour ce que vous avez fait. Si je croise un autre objet de ce genre, je vous contacte. Je vous rappelle bientôt. D'accord, Marc. Au revoir. Il sait tout ce qu'il y a à savoir. Il peut nous donner toutes sortes d'informations et tout concorde pour donner un cauchemar. C'est perturbant d'en arriver à cette conclusion. Comme je lui ai dit, d'un côté, on veut absolument trouver des preuves, on n'en démord pas. Et d'un autre, on voudrait ne jamais avoir vu ce truc. Ça aurait été bien que ça reste un mythe. Mais ce n'en est pas un. C'est là. L'abat-jour retrouvé à la Nouvelle-Orléans est-il la preuve d'un crime nazi? Les analyses ADN suggèrent qu'il est en peau humaine. Le métal correspond à celui qu'on fabriquait à l'époque. Et le nylon a pu être produit dans un camp de travaux forcés. Mais l'objet a-t-il été créé sur ordre d'Ilse Koch, la chienne de Buchenwald? Avec son mari, le commandant Koch, elle jouissait d'un pouvoir illimité qui alimentait ses penchants sadiques. La cruauté du système a donné l'occasion au sadisme de s'exprimer pleinement. On vous donne le champ libre. Allez-y, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est une tentation immense pour un sadique. Après la libération, Ilse Koch est traduite devant la justice américaine. La presse se jette sur l'histoire de cette nazie sans scrupules qui faisait des abat-jours de ses victimes. Son rôle dans l'Holocauste lui a valu le surnom de chienne de Buchenwald. Elle est unique en son genre, et disons simplement que c'est un titre amplement mérité. Pour les médias, Ilse Koch incarne le nazisme dans toute son horreur, et le grand public exige que justice soit rendue. Elle est la seule femme jugée à Dachau. Quand les Américains sont arrivés, ils ont proclamé haut et fort que le monde entende ce qui s'est passé ici, que le monde entier sache. Nous devons juger ces gens. Le procès commence par des témoignages accablants sur la fascination morbide d'Ilse Koch pour les peaux tatouées. Plusieurs anciens déportés racontent qu'elle possédait une lampe en peau humaine. Les preuves contre elle s'accumulent. Mais quand la défense demande à voir l'objet, l'accusation doit reconnaître que la pièce à conviction a disparu. Jugé coupable, Ilse est condamné à 4 ans d'emprisonnement. Plus tard, devant le tollé général, sa peine est commuée en perpétuité. Ilse Koch a été jugée. Elle a été condamnée. Le général Lucius Clay a déclaré qu'il n'y avait pas assez de preuves. J'ignore s'il le pensait vraiment ou non. Mais si l'abat-jour avait été présenté au procès, on ne sait pas comment il aurait réagi. Sa disparition lui a permis d'argumenter en disant « manque de preuves ». Cet abat-jour est-il la pièce manquante qui aurait pu faire condamner Ilse Koch à la peine capitale? L'enquête médico-légale semble aller dans le sens d'une origine nazie. Pour en avoir le cœur net, Marc se rend sur les lieux du crime, dans le camp de concentration de Buchenwald. Le directeur du musée va lui donner son avis sur les constatations médico-légales. Je dois avouer que ça me stresse pas mal de la porter ici.
Si c'est un être humain qui était dans un camp de concentration, est-ce qu'il a vraiment envie de revenir ici? Voilà. J'ai rendez-vous avec Volkart Knigge, qui dirige ce musée. Bonjour. Voilà l'objet en question. Maintenant que vous le voyez, qu'en pensez-vous? D'abord, je dois dire que le jugement d'un historien ne peut pas se fonder sur des impressions. Ce que nous pouvons dire, c'est que cet abat-jour n'est pas celui qui a été offert à M. Koch à l'époque. Oui, je m'en doutais. On a entendu parler d'un seul abat-jour en peau humaine. On a des preuves sérieuses disant qu'ils s'amusaient avec de la peau humaine tatouée. Ils se sont fabriqués des souvenirs. Visiblement, pour Koch, sa femme et ses amis SS, c'était une bonne blague. Une blague? Je pense que ça symbolisait aussi leur pouvoir illimité. C'est ici que nous conservons les preuves de leurs crimes. Tous ces objets découlent de l'état d'esprit qui a produit un abat-jour en peau humaine. L'idée qu'on pouvait faire ce qu'on voulait avec des êtres humains, comme si c'était des cobayes. Tout ça renvoie à l'idée des nazis sur l'inégalité entre les gens. Certaines personnes, comme les juifs, sont inférieures pour des raisons biologiques. Ce qu'ils pensaient des juifs et des non-allemands en général, c'est qu'ils ne méritaient même pas de vivre. On pouvait bien en faire des abat-jours parce qu'après tout, c'était juste des juifs. Nous devons considérer la question sérieusement. Est-ce une nouvelle preuve des crimes qui ont eu lieu à Buchenwald? Marc, nous sommes maintenant sur le toit du bâtiment qui était situé à l'entrée du camp. C'est devenu un symbole de Buchenwald. On sent bien l'atmosphère parce qu'il fait froid et qu'il y a du brouillard. C'est un temps typique de Buchenwald. Quand on regarde ce brouillard, on comprend aussi la complexité de l'étude des archives historiques, non? Ce qu'on peut voir, ce qu'on ne peut pas voir, ce qu'on peut savoir, ce qu'on ne peut pas savoir. C'est une métaphore intéressante, parce qu'on doit essayer de voir à travers le brouillard pour avoir une vision nette de ce qui s'est passé. C'est un homme très intéressant et il a une approche différente de la situation, comme toujours avec les historiens. Mais au final, il est d'accord pour dire que c'est un objet réel et qu'il est très important à cause de la métaphore historique qu'il incarne. Peu après son retour de Buchenwald, Marc reçoit un appel du laboratoire canadien, celui qui est spécialisé dans l'extraction d'ADN très ancien. C'est son meilleur espoir d'identifier l'origine ethnique de la victime. Bonjour, vous me voyez? Oui, très bien. Et vous? Je vous vois parfaitement. Super. Ces conclusions vont apporter un rebondissement que personne n'a vu venir. Vous avez quelque chose pour moi? Oui, j'ai quelque chose à vous annoncer. Comme vous le savez, on avait un morceau de l'abat-jour. Ça a été très difficile d'extraire de l'ADN de cet objet. Grâce à notre analyse, nous avons pu déterminer que le matériau n'était pas d'origine humaine. C'est du Bos taurus, à savoir de la vache domestique. De la vache? Oui. Comment expliquez-vous les résultats précédents qui disaient que c'était humain? La première analyse a eu lieu il y a des années et de nombreux protocoles ont changé depuis. Aujourd'hui, les laboratoires recommandent qu'on entre à l'intérieur de l'abat-jour pour examiner une coupe du matériau. C'est ce qu'on a réussi à faire. On a pris de l'ADN à l'intérieur. Je pense que les tests précédents ont simplement détecté de l'ADN qui était en surface et qui n'ont pas pu aller au-delà de cette contamination. Ben ça alors... Je ne sais pas quoi dire.
C'est une découverte intéressante. Vous êtes sûr de ce résultat? Oui, je suis persuadé d'avoir raison. En utilisant des méthodes d'extraction de l'ADN qui n'existaient pas lors des premières analyses, l'équipe canadienne a remis en question la théorie d'une origine humaine. Je ne sais pas quoi en penser. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça me semble très bizarre étant donné toutes les autres preuves qu'on a. Un type nous dit une chose, un autre nous dit autre chose. Je suis un peu surpris, mais on verra bien. Maintenant, Mark se rend au Mason Labs de Manhattan pour savoir ce que ces scientifiques ont conclu de leur côté. Un fragment de l'abat-jour a été soumis à un séquenceur de nouvelle génération. Une machine dont les analyses sont des milliards de fois plus précises que les techniques utilisées il y a encore quelques années. Si vous me demandez ce que j'espère entendre de la bouche de ce type, je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas ce qu'il va me dire. Mais je regarde ce truc depuis pas mal de temps et je n'ai pas l'impression que ce soit une vache. C'est pas une vache. Grâce à la précision et à la haute résolution des techniques actuelles de séquençage ADN, on peut dire que 90, 95 ou même 99% des analyses réalisées précédemment devraient être refaites. 12 heures plus tôt, des tests préliminaires ont semblé indiquer une origine humaine. On s'assoit? D'accord. On a reçu la confirmation ce matin. On a analysé 6 700 000 lectures de 50 paires de bases et on a comparé le résultat avec de l'ADN humain, bovin et porcin. Je peux vous dire avec une certitude de 99% ou même de 100% que d'après les données de cet échantillon, c'est d'origine bovine. Ce n'est pas humain. Je pense vraiment que non. Une seule cellule suffit à contaminer la réaction en chaîne par polymérase. Il est possible qu'une petite partie de votre ADN ou d'une autre personne ayant approché l'échantillon nous ait fait croire au début que c'était humain. Ce que je voudrais savoir, pour mon information personnelle, c'est est-ce que j'ai eu raison de me fier aux données existantes à l'époque? Oui, Je ne pouvais pas faire autrement en 2007. c'est ça. Comme moi aujourd'hui. J'ai fait de mon mieux avec les techniques les plus en pointe pour vous donner la meilleure réponse possible. Je suis désolé pour lui, mais je pense qu'il vaut mieux connaître la vérité que vivre dans l'illusion. Même si c'est difficile à accepter pour lui, j'espère qu'il sera content de savoir la vérité. L'enquête se clôt sur une révélation inattendue. L'abat-jour de la Nouvelle-Orléans n'est sans doute pas d'origine humaine, et il n'est pas la clé du mystère de la lampe disparue à Buchenwald. Buchenwald est l'endroit où sont apparues toutes les légendes sur les peaux humaines, les légendes et la réalité. Il y a bien trop de preuves pour que ce ne soit qu'une légende urbaine. Si je devais me fier à mon instinct, je dirais que presque tout est vrai. Voilà la chose dans sa boîte. Ce carton, je l'ai trimballé dans le monde entier. Les preuves sont là. C'est de la peau de vache. Mais c'est une vache sans en être une. C'est un objet qui existe pour nous raconter une histoire. Il nous fait réfléchir, quelle que soit sa nature. Certains vont dire, c'est encore une de ces fables racontées par les Juifs. Ils essaient de nous faire croire des choses. Peu importe ce que les gens disent, ce que racontent les antisémites. Moi, je pense qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je dois beaucoup à cet abat-jour, et je ne l'oublierai jamais, parce qu'il m'a appris beaucoup de choses sur ce monde.